Quand mes parents ont vu mon visage strié de larmes et la vilaine ecchymose qui fleurissait sous mon œil, ils n'ont pas prononcé une seule question. Leur silence était lourd, un mélange de choc et de chagrin inexprimé. Ils sont partis sans un mot, leurs pas s'estompant dans le couloir. Mon mari, Sergueï, a souri avec une satisfaction suffisante, s'enfonçant dans son fauteuil avec une bouteille de bière serrée dans la main. Son moment de triomphe fut cependant éphémère. À peine une demi-heure plus tard, le claquement sec de la serrure résonna de nouveau dans l'appartement. Anna, mon nom résonnait comme un fragile murmure lorsque j'ai ouvert la porte, me déplaçant comme dans un rêve. L'ecchymose sous mon œil s'était assombrie en une vive tache cramoisie, crue contre ma peau pâle, presque translucide. Mes yeux, autrefois brillants de vie et d'espoir, ressemblaient maintenant à deux fosses creuses, ne reflétant rien d'autre que la douleur et une peur paralysante. J'avais espéré, stupidement, que mes parents ne remarqueraient pas la marque, mais au fond de moi, je savais qu'il était impossible de la cacher. Ils se tenaient là, ma mère, Lyudmila, et mon père, Victor, encadrés dans l'encadrement de la porte comme des apparitions d'une vie passée. Une époque où le rire remplissait notre maison, où je n'avais pas peur de respirer. Les lèvres de ma mère étaient pressées en une fine ligne tremblante, comme si elle retenait physiquement un cri d'angoisse. Ses yeux, d'habitude chaleureux, étaient voilés d'un besoin désespéré de protéger, mais impuissant à agir. Mon père, toujours un pilier de force, semblait maintenant diminuer. Ses larges épaules étaient tombantes, son visage marqué de rides qui le faisaient paraître une décennie plus vieux. Son regard a balayé mon visage, s'éloignant de l'ecchymose comme si la reconnaître le brûlait. Ils sont entrés dans l'appartement, se déplaçant avec précaution, comme s'ils naviguaient dans un champ de mines. Chaque pas semblait résonner dans le silence oppressant, amplifiant la tension qui s'accrochait à l'air comme un brouillard humide. Sergueï, étendu sur le canapé, dégageant l'arrogance de quelqu'un qui croyait posséder le monde. Ses doigts se sont enroulés autour de la bouteille de bière, et un sourire moqueur s'est répandu sur son visage alors qu'il jaugeait mes parents. « Eh bien, entrez, chers invités » a-t-il traîné, sa voix délibérément forte, dégoulinante de sarcasme. Ses yeux brillaient d'un cruel sentiment de victoire. Pour lui, leur présence était la preuve de sa domination sur moi, une reconnaissance silencieuse que personne ne pouvait contester son contrôle. J'ai senti un frisson froid me parcourir l'échine, mon estomac se tordant. Je voulais disparaître, m'enfoncer dans le sol et échapper au poids de leurs regards apitoyés et de son ton venimeux. Mes yeux se sont baissés vers le sol, désespérés de cacher les larmes qui menaçaient de couler, chacune d'elles une confession de ma honte et de mon désespoir. Lyudmila, rassemblant un courage fragile, s'est dirigée vers la cuisine, ses pas délibérés mais hésitants. Victor est resté dans le couloir, son hésitation palpable, comme si franchir le seuil du salon rendrait le cauchemar indéniable. « Je vais faire bouillir la bouilloire » a murmuré Lyudmila, sa voix à peine audible. Alors qu'elle posait la bouilloire sur la cuisinière, ses mains tremblaient, trahissant son calme, et j'ai aperçu le scintillement des larmes alors qu'elle les essuyait du revers de la main, un geste si subtil, mais si lourd de chagrin. La cuisine est devenue une scène pour notre agonie silencieuse, le silence brisé seulement par le doux gargouillis de la bouilloire et le tic-tac incessant de l'horloge murale. Chaque seconde s'étirant en éternité. Je me suis assise à table, les mains serrées sur mes genoux, évitant le regard de mes parents. Sergueï s'est appuyé contre l'encadrement de la porte, sa présence menaçante comme un prédateur savourant l'inconfort de sa proie. Ils nous regardaient avec un plaisir tordu, se délectant de leur impuissance et de la condamnation silencieuse dans leurs yeux. Le thé fut versé, fumant dans des tasses dépareillées que Lyudmila posa sur la table avec soin. Personne ne les a touchées. Les tasses intactes restaient comme des témoins silencieux de notre famille brisée. J'ai senti une boule monter dans ma gorge, un cri prisonnier à l'intérieur, implorant d'être libéré. Je voulais tout déverser, les années de peur, les ecchymoses cachées sous les manches longues, les nuits passées recroquevillées dans la terreur. Mais la peur me retenait captive, enchaînant mes mots. J'avais peur de Sergueï, de ce qu'il ferait si je parlais, de la façon dont cela pourrait empirer. Mon père a brisé le silence par une toux forcée, sa voix tendue. « Comment se passe le travail » a-t-il demandé, les yeux fixés sur la table, incapable de rencontrer les miens. « Bien » ai-je murmuré, ma voix à peine un souffle. « Et Sergueï, comment va-t-il » Victor a hésité, cherchant à retrouver une normalité dans un moment qui était tout sauf cela. « Tout va bien » ai-je répondu, sentant les larmes me monter aux yeux de nouveau. Sergueï a lâché un reniflement dérisoire. « Ça ne pourrait pas aller mieux » a-t-il dit, son sourire s'élargissant, un défi dans son ton. Les yeux de Lyudmila ont brillé d'un regard enflammé, mais elle a ravalé ses mots,
sachant qu'un seul mauvais pas pourrait allumer sa rage. Le temps s'est traîné, chaque minute un tourment. Nous étions tous prisonniers de nos propres pensées, nous noyant sous le poids de ce qui n'était pas dit. Je me sentais comme un oiseau en cage, mes ailes coupées par la peur et le désespoir. Voir la douleur de mes parents, sachant qu'ils voyaient la mienne, me blessait plus profondément que n'importe quelle ecchymose. Je comprenais que leur silence n'était pas de l'indifférence, mais une peur paralysante. Non seulement pour moi, mais pour eux-mêmes, pour ce que confronter Sergueï pourrait déchaîner. Enfin, Victor s'est levé, ses mouvements lourds de résolution. Nous devrions y aller, a-t-il dit, jetant un coup d'œil à Lyudmila. Elle a hoché la tête, ses épaules affaissées de soulagement, comme si échapper à l'appartement offrait un répit temporaire. Ils m'ont fait un adieu silencieux, leurs yeux évitant les miens, comme si me regarder trop longtemps les briserait. Lyudmila m'a serré dans une étreinte forte, ses bras tremblants. « Reste forte, ma chérie », a-t-elle murmuré à mon oreille, sa voix brisée par l'émotion. Victor a donné un bref hochement de tête, son visage illisible, et s'est tourné pour partir. Je les ai regardés partir, mon cœur s'enfonçant comme une pierre. Leur visite n'avait rien changé. J'étais toujours seul, laissé à affronter ma peur dans le silence suffocant de cet appartement. Alors que la porte claquait, Sergueï s'est approché, son ricanement me transperçant. « Eh bien, c'est tout. Même tes précieux parents gardent leur bouche fermée. Qu'est-ce que je t'avais dit ? Continue d'encaisser, personne ne veut de toi. » Ces mots étaient un couteau se tordant dans une vieille blessure. Je suis resté figé, fixant le vide de la pièce. Mais quelque chose en moi s'est brisé. La chaîne invisible qui m'avait lié à lui, à cette vie de soumission, s'est rompue. À la place de la peur, une étincelle de colère s'est allumée. Colère contre lui, contre moi-même, contre un monde qui avait permis que cela arrive. J'ai verrouillé la porte et je me suis appuyé contre elle, mon dos pressé contre le bois froid. Les larmes coulaient sur mes joues, mais ce n'étaient pas les larmes de peur que j'avais pleurées pendant des années. C'étaient des larmes de rage, de défi, d'une résolution que je ne savais pas posséder. J'en avais assez de rester silencieuse. J'en avais assez d'endurer. Je me libérerai, quoi qu'il en coûte. Sergueï, inconscient et se prélassant dans sa victoire perçue, a attrapé la télécommande et a allumé la télévision. Le bruit assourdissant d'un bulletin d'information a rempli la pièce, un contraste discordant avec la tempête silencieuse en moi. Il s'est enfoncé à nouveau dans le canapé, sirotant sa bière avec un sourire suffisant, comme s'il venait de gagner une guerre. Ses yeux brillaient d'arrogance. « Tu vois, même tes parents ne peuvent pas me toucher. Alors assieds-toi et arrête de te tortiller », a-t-il raillé, sa voix dégoulinante de condescendance. Je me suis tourné vers la fenêtre, le dos tourné, fixant la rue trempée de pluie. Le crachin d'automne brouillait les contours des bâtiments d'en face, reflétant le voile dans mon esprit. D'habitude, des moments comme celui-ci me noyèrent dans la terreur, me dépouillant de ma volonté de me battre. Mais aujourd'hui, quelque chose a changé. Ce n'était pas un élan dramatique de courage, mais un épuisement silencieux, profond. Un épuisement de vivre dans la peur, d'avaler des mensonges, d'endurer l'humiliation. Un fil fragile qui m'avait attaché à cette vie de souffrance s'est brisé, et à sa place est venu un étrange sentiment de libération, comme une serrure rouillée cédant enfin. Pendant ce temps, la voiture de mes parents filait à travers les rues glissantes de pluie vers la maison de mon frère, Kostia. Le silence dans la voiture était suffocant, brisé seulement par les sanglots étouffés de ma mère. Mon père serrait le volant si fort que ses jointures blanchissaient, son visage gris de culpabilité et de désespoir. Ils portaient tous deux le poids de leur inaction, des années à fermer les yeux, espérant que le problème se résoudrait d'une manière ou d'une autre. Lyudmila a fouillé dans son sac à main, sortant son téléphone d'une main tremblante. Elle a ouvert la galerie, révélant des photos qu'elle avait prises en secret dans mon appartement. L'ecchymose qui défigurait mon visage, les égratignures sur mes bras. Ces images étaient plus accablantes que n'importe quel mot, des preuves brutes de la vérité qu'ils avaient évitée pendant trop longtemps. Elle a tendu le téléphone à Victor. « Regarde, Vitya, regarde ce qu'il lui a fait. Et nous n'avons rien fait. » Sa voix s'est brisée, lourde de remords. Victor a jeté un coup d'œil à l'écran, puis s'est détourné, sa mâchoire serrée, incapable de supporter la vue. Il s'était toujours enorgueilli d'être un bon père, un protecteur, mais maintenant il voyait son silence comme une trahison. « Nous aurions dû faire quelque chose il y a longtemps, Lyuda, a-t-il dit, sa voix épaisse de regret, il y a longtemps. Ils ont atteint l'appartement de Kostia,
se hâtant de monter les escaliers jusqu'au 3e étage. Quand Kostya a ouvert la porte et a vu leur visage strié de larmes, il a su instantanément que quelque chose n'allait pas. Que s'est-il passé? Anna va bien, a-t-il demandé, sa voix aiguë d'inquiétude. Lyudmila lui a tendu le téléphone, les photos éclatantes dans la lumière tamisée. Le visage de Kostya s'est assombri alors qu'il les parcourait. En tant qu'avocat, il avait vu le pire de la cruauté humaine, mais voir le visage et le corps meurtri de sa sœur a allumé une fureur qu'il pouvait à peine contenir. Ça s'arrête maintenant, a-t-il grogné, posant le téléphone avec un bruit sourd. J'appelle la police. Il a composé le 112, sa voix calme et résolue alors qu'il signalait la violence domestique, donnant mon adresse et le nom de Sergueï avec la précision d'un professionnel. Puis, sans hésitation, il a commencé à rassembler ses affaires. Je vais la rejoindre, a-t-il dit à nos parents. Je dois m'assurer qu'Anna est en sécurité. Kostya connaissait les lacunes du système, savait que Sergueï pourrait s'échapper s'il n'agissait pas de manière décisive. Me protéger était sa priorité, quel qu'en soit le coût. J'étais toujours debout près de la fenêtre, perdu dans mes pensées, quand mon téléphone a vibré avec un numéro inconnu. J'ai hésité, mon cœur battant, avant de répondre. Anya, c'est Kostya. La voix de mon frère est venue, stable et urgente. J'ai tressailli, surprise. Kostya? Qu'est-ce qui ne va pas? Je sais ce qui se passe, Anya. Maman et papa m'ont tout raconté. J'ai appelé la police. Ils sont en route vers toi. Le mot police m'a envoyé un choc de peur. Je les avais toujours associés au chaos, à la violence que j'avais tant essayé d'éviter. Mais la voix de Kostya portait une force qui m'a ancré, repoussant la panique. Es-tu sûr que c'est la bonne chose à faire, ai-je murmuré, ma voix tremblante. Anya, écoute-moi, a-t-il dit fermement. Tu n'as plus à vivre comme ça. Tu mérites mieux, une vie sans peur. Es-tu prête à sortir de tout ça? Ces mots ont ravivé des souvenirs d'années passées dans la terreur, des railleries de Sergueï, personne n'a besoin de toi, personne ne t'aidera. Mais la voix de Kostya a brisé ce mensonge. Quelqu'un se souciait, quelqu'un se battait pour moi. Oui, ai-je dit, ma voix à peine audible, mais résolue. Oui, je suis prête. Bien, a-t-il répondu. Je serai là bientôt. Attends-moi, et n'aie pas peur. Je suis avec toi. J'ai raccroché, les émotions tourbillonnant en moi, peur, espoir, colère, tout se heurtant dans une tempête chaotique. Mais une vérité se détachait, je n'étais plus seul. J'avais du soutien, une bouée de sauvetage, et cela me donnait la force de continuer. J'ai jeté un coup d'œil à Sergueï, toujours étendu sur le canapé, inconscient de l'effondrement de son monde. Son visage était détendu, suffisant, alors qu'il regardait les images clignotantes de la télévision. Prenant une profonde inspiration, je me suis dirigé vers la chambre, mais pas déterminé pour la première fois depuis des années. J'ai ouvert le placard et j'ai sorti une petite valise, ayant l'intention de rester temporairement chez mes parents. J'ai fait mes bagages avec soin, quelques robes, une poignée de photos de mes parents de moments plus heureux, un vieux jouet en peluche de mon enfance, sa fourrure usée un rappel d'une vie avant Sergueï, une vie où je connaissais la joie. 1h30 plus tard, la serrure a de nouveau claqué. Sergueï, allongé sur le canapé, s'est raidi, son air suffisant vacillant. Qui as-tu appelé maintenant, a-t-il grogné, ses yeux toujours rivés sur la télévision, mais sa voix trahissait une inquiétude rampante. La porte s'est ouverte, et là se tenait Kostya, flanqué de 2 policiers en uniforme et de l'officier de police du quartier. Derrière eux, mon père planait, le visage livide, comme s'il portait le poids d'un crime. Je me tenais sur le côté, appuyé contre le mur, serrant un mince dossier qui contenait ma vérité. La peur qui m'avait enchaîné pendant des années s'est dissoute, remplacée par un calme froid et stable. Je savais que ce n'était que le début, mais c'était le début de quelque chose de nouveau, une vie où je pouvais parler, où j'avais une voix. Kostya s'est avancé, sa présence imposante. Sergueï Petrovitch, a-t-il demandé, sa voix égale et autoritaire, le ton d'un avocat sûr de son terrain. Sergueï a mis la télévision en sourdine, jetant la télécommande de côté avec un ricanement. De quoi s'agit-il, a-t-il claqué, essayant de s'accrocher à sa bravade, mais ses yeux trahissaient sa panique grandissante. Vous êtes placé en détention provisoire sur suspicion d'avoir causé des lésions corporelles à Anna Viktorovna, a commencé un officier, lisant du protocole. Sergueï a bondi, l'interrompant. C'est absurde. Détention? Elle l'a fait elle-même.
Vous la croyez? Son regard s'est tourné vers moi, un mélange de fureur et de désespoir. Anya, à quoi joues-tu? Tu sais que je ne voulais pas dire ça. C'était un accident. Je n'ai pas répondu. Mon silence était ma force. J'ai tendu le dossier à Kostia, qui l'a passé à l'officier. Déclaration, photographie, dossiers médicaux de blessures antérieures. Tout est documenté, a dit Kostia, sa voix calme mais inflexible. L'officier a examiné le contenu, son expression sombre. L'officier du quartier a fait signe à Victor, qui s'est avancé comme un homme en transe, confirmant son identité. Sergueï faisait les 100 pas dans la pièce comme un animal en cage, sa voix s'élevant. Vous êtes tous fous. Pour quel motif me détenez-vous? Il s'était lancé vers moi, mais Kostia a bloqué son chemin, sa posture inébranlable. Restez loin d'elle, a prévenu Kostia, sa voix basse et menaçante. Vous aurez votre chance de vous expliquer au poste. Les officiers ont saisi Sergueï par les bras. Il s'est débattu, criant « Menace ». Je vais vous montrer à tous. J'ai des relations. Vous le regretterez. Mon père se tenait là, la tête baissée, incapable de rencontrer mes yeux. Il ressentait le poids de sa culpabilité, de sa lâcheté, de son échec à agir plus tôt. Il avait autrefois accueilli Sergueï comme un membre de la famille, mais maintenant il regardait la police l'emmener, un étranger qui avait déchiré nos vies. J'ai regardé Sergueï partir, ses yeux brûlants de haine, et bien que j'ai tressailli, la peur ne m'a pas envahi. Je savais que j'étais protégé maintenant, entouré de ceux qui ne me laisseraient pas tomber. Anya, tu dois faire un examen médical, a dit Kostia une fois que la police fut partie. Maman t'accompagnera. J'ai hoché la tête, toujours étourdi par le tourbillon d'événements. Lyudmila, qui se tenait comme une statue, s'est avancée et m'a enveloppé dans une étreinte chaleureuse. Tout va bien se passer, ma chérie, a-t-elle murmuré, sa voix tremblante mais remplie d'une tendresse que je n'avais pas entendue depuis des années. Mon père est resté dans le couloir, fixant la porte fermée, une ombre de l'homme qu'il était autrefois. Il voulait parler, s'excuser, mais les mots ne venaient pas. Lyudmila et moi sommes partis pour l'hôpital, le trajet en taxi enveloppé dans un lourd silence, ponctué seulement par ses sanglots silencieux. J'ai regardé les lumières de la ville défiler, me sentant à la fois vide et étrangement libéré. Pour la première fois depuis des années, j'ai entrevu un avenir exempt de peur. À l'hôpital, le médecin a méticuleusement documenté mes blessures, chaque ecchymose et chaque égratignure un témoignage de ma survie. Lyudmila ne m'a jamais quitté, sa main serrée autour de la mienne, ses mots d'encouragement murmuraient une bouée de sauvetage. De retour à l'appartement, Kostia rédigeait une demande d'ordonnance de protection, son attention inébranlable. Mon père était assis dans la cuisine, sirotant du thé en silence, ses mains tremblantes. J'ai vu les larmes sur les joues de ma mère, ses doigts tremblants alors qu'elle sortait les tasses. Maman, s'il te plaît, ne pleure pas, ai-je dit, la serrant dans mes bras. Tout va bien se passer. Nous allons nous en sortir. Je sais, ma chérie, a-t-elle répondu, essuyant ses yeux. Je suis tellement soulagé que tu sois enfin libéré de lui. Je savais qu'il te faisait du mal, mais j'avais trop peur de parler, peur que ça n'empire les choses. Je comprends, maman, ai-je dit doucement. Mais c'est fini maintenant. Nous allons vivre différemment à partir de maintenant. Victor, pendant ce temps, retirait silencieusement les affaires de Sergueï, les emballant dans des sacs noirs et les portant sur le palier. Il travaillait en silence, chaque voyage un petit acte d'expiation pour ses années d'inaction. Je me suis assise dans ma chambre, entourée de la chaleur de ma famille. Kostia a expliqué les prochaines étapes légales, sa voix stable et rassurante. Lyudmila m'a caressé les cheveux, son toucher doux, ses mots un doux murmure de soutien. Victor est resté dans la cuisine, la culpabilité gravée sur chaque ligne de son visage. En les regardant, ma mère, mon père, mon frère, j'ai vu l'amour, le soutien et une lueur d'espoir. Je n'étais plus seul. J'avais une famille qui m'aimait, qui me soutiendrait quoi qu'il arrive. L'appartement était enveloppé dans un silence inhabituel, la télévision silencieuse pour une fois, libre des informations agressives ou des émissions stupides que Sergueï aimait. Le silence était à la fois discordant et réconfortant, comme l'absence d'un bruit persistant qui m'avait hanté pendant des années. Quelque chose d'intangible persistait dans l'air, un fragile sentiment de liberté, pas encore pleinement réalisé, mais indéniablement présent. Lyudmila s'est dirigée silencieusement vers la cuisine, posant la bouilloire avec une nouvelle assurance. Disparut la femme nerveuse et effrayée que j'avais connue toute ma vie.
C'était comme si elle s'était débarrassée d'un poids écrasant, ses mouvements déterminés, sa présence réconfortante. Kostya était assis à table, plongé dans des documents légaux, mais il a levé les yeux lorsque je suis entré, son sourire chaleureux et inébranlable. Je me suis détourné pour cacher les larmes qui montaient, ne voulant pas qu'il voie ma vulnérabilité. « Comment ça va » a-t-il demandé, mettant ses papiers de côté. « Ça va » ai-je murmuré, me glissant dans la chaise en face de lui. Ça semble irréel, comme si je rêvais. C'est réel, Anya, a-t-il dit fermement. Et tu as fait le bon choix.